Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le revenu universel, une fausse bonne idée, à la fois mise en lumière puis discréditée dans la dernière campagne présidentielle portée par le socialiste Benoît Hamon, il en est ressorti lessivé, ne subsistant qu'une version édulcorée d'un revenu universel qui ne demande qu'à revivre dans l'esprit de ses partisans. Il en est un, en tout cas, inconditionnel, membre du mouvement français pour un revenu de base, enseignant à l'IUP de Lyon et à l'École centrale de Paris. Le philosophe Baptiste Milondo milite pour cet outil en mesure de donner à notre société un nouveau souffle collectif. Dans son ouvrage Inconditionnel, anthologie du revenu universel qui paraît aux éditions du Détour, une sélection de textes politiques et philosophiques sur le sujet, il y défend une version coopérativiste de cette mesure qu'il inscrit dans le paradigme de la décroissance et dans une perspective égalitariste. Auteur déjà en 2010 d'un revenu pour tous, précis d'une utopie réaliste, il préface et traduit au même moment le refus du travail, théorie et pratique de la résistance au travail du sociologue anglais David Frayne. Bonjour à vous, Baptiste Milondo. Bonjour. À vos côtés, l'économiste Guillaume Allègre, chercheur à l'OFCE, le Centre de recherche en économie de Sciences Po, spécialiste des questions de protection sociale et de fiscalité. Avec Philippe Van Parige, vous venez de co-diriger l'ouvrage Pour ou contre le revenu universel au PUF dans la collection Vie des idées, un ouvrage transdisciplinaire qui tend à distinguer réalité, fantasme et utopie quant à sa mise en œuvre. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. À mes côtés, Antoine Mercier pour vous interroger. Alors, il est où le revenu universel aujourd'hui ? Est-ce qu'il est en réanimation ou est-ce que la présidentielle l'a définitivement tué, Baptiste Milondo ? Alors, je dirais pas que la présidentielle l'a définitivement tué. Ça a eu au moins la vertu, tout ce débat autour du revenu universel tel qu'il a été proposé, alors en deux temps, par Benoît Hamon, de sensibiliser une partie de la population à cette question-là. Après, je regrette que, alors d'une part, vous l'avez dit, la proposition a finalement été lessivée au fil de la campagne, et puis que finalement le débat n'a sans doute pas été à la hauteur de l'idée. Donc beaucoup de questions posées sont restées en surface finalement, alors que, à mon sens, derrière le revenu inconditionnel, il y a un vrai enjeu de société. On est resté en surface avec des questions, alors je dirais purement économiques, la question du financement, sans jamais se poser les questions qui remettraient vraiment en cause une bonne partie des fondements de notre société productiviste, puisque moi je le défends dans une perspective décroissante. Guillaume Allègre, qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant cette campagne ? Cette idée a réellement émergé, on en a beaucoup parlé, et tout à coup, ça a fait pchit. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce revenu universel ? Ouais, en fait, c'est pas la première fois qu'un revenu universel est proposé dans une campagne présidentielle. La première fois, c'était aux États-Unis. Alors, c'est les États-Unis, par le sénateur McGovern, qui était le candidat démocrate contre Nixon. Et pareil, McGovern a perdu pratiquement tous les États. Il n'a gagné qu'un État. Et donc, c'était une des pires défaites d'un candidat démocrate aux élections. Donc, on peut se demander si le revenu universel, donc le bilan électoral du revenu universel n'est pas très bon, parce qu'en Suisse aussi, on en a discuté lors d'une votation citoyenne, et il y a eu un vote à 78% contre. Donc il y a trois grosses défaites du revenu universel lors des élections, et on peut se demander si le revenu universel est acceptable politiquement, et par là, est-ce que quelle philosophie en fait sous-tend le revenu universel ? Comment justifier le revenu universel par quel principe de justice distributive ? Et moi je pense que les principes qui sont donnés par les différents défenseur du revenu universel. Il faudra discuter des différentes écoles. Il y a plusieurs écoles. Donc, Baptiste Milondo, qui est dans une école de décroissance. Il y en a d'autres qui sont plutôt dans une optique d'égalitarisme libéral. Là, c'est un petit peu l'optique que défend Philippe Van Parige dans le livre. Et puis, il y a l'optique ultralibérale de Friedman, qui avait proposé aussi un revenu universel sous la forme d'un impôt négatif, mais qui aurait remplacé tout le système de protection sociale, supprimé le SMIC. Et vous, Guillaume Allègre, vous êtes dans quelle école ? Et moi, je me définirais plutôt comme un social-démocrate et donc plutôt sceptique par rapport au revenu universel. On pourra en discuter. Mais donc, le revenu universel est défendu dans des optiques très différentes.
dans des familles politiques très différentes. Ça va de la droite à la gauche modérée, à la gauche plus radicale. Et donc, du coup, lorsqu'on fait une proposition de revenu universel, déjà, ceux qui sont contre sont déjà contre. Et même ceux qui sont pour, comme Baptiste Minondo, je suis sûr qu'il a été déçu par la proposition de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Mais est-ce que ça s'est joué justement à ça, à son acceptabilité? On a l'impression que l'idée est partie assez pure dans les débats et qu'ensuite il y a eu des batailles d'économistes sur quel revenu universel peut-on présenter, quelle chance a-t-il d'aboutir, et que petit à petit c'est sur cette question de l'acceptabilité qu'il a été, ou que l'idée a été appauvrie, Baptiste Minondo. Ouais, alors avec une partie d'autocensure aussi, je pense. Alors moi, je serais moins sévère que Guillaume sur le bilan qu'on peut adresser en matière électorale pour le revenu inconditionnel. D'une part, alors que ce soit en Suisse ou même aux États-Unis, le flou qui entourait les différentes propositions a joué aussi dans les résultats électoraux. C'est-à-dire que quand on ne sait pas exactement quelle est la proposition qui a avancé, c'est difficile de se positionner. Pour la Suisse, clairement, il y avait du flou. On ne savait pas si c'était une proposition de droite ou une proposition de gauche. Donc moi, je connais des personnes en Suisse qui m'ont dit je suis pour le revenu inconditionnel, mais j'ai voté contre. Ça ne peut pas être une proposition ni de droite ni de gauche. Il faut qu'elle ait une couleur politique. Il faut choisir, je pense. Il faut choisir. Antoine ? Mais justement, c'est peut-être le moment d'expliquer quelles sont les différentes façons de voir la question, sur quoi fonder précisément la nécessité de revenu universel. Alors évidemment, on pense tout de suite, c'est pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, mais ça pourrait être aussi parce que c'est la fin du travail, ou ça peut être aussi pour d'autres raisons. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire une typologie de ces fondements possibles de cette mesure? Alors il y a trois grandes écoles de pensée qui défendent le revenu universel. Donc il y a les ultralibéraux déjà, à la Friedman. Donc l'idée, c'est de réduire l'action de l'État dans l'économie. Donc il y a trop d'aide sociale, trop d'aide à l'agriculture, le SMIC est néfaste. Donc on va donner un revenu universel pour seul de deux pour compte, et puis après c'est le marché qui va tout réguler. Donc ça, c'est une grande école de pensée. Mais là, on ferait vraiment des économies, là, oui. Si on supprimait les aides sociales en les remplaçant par un revenu universel. Voilà, l'idée, c'est de faire des économies, de réduire le poids de l'État. Donc ça, cette école de pensée-là, elle était très peu présente en France. Il y a très peu de personnes qui défendent le revenu universel en suivant ça. Le grand nom de cette école, juste pour qu'on... ultra-libéral. Il n'y a pas un grand penseur qui aurait... Si, Friedman, le grand nom. Donc c'est Friedman qui proposait ça dès les années 60. Et donc après, il y a ce que j'appellerais l'égalitarisme libéral. Et là, c'est Philippe von Parijs, justement, qui défend ça selon cette optique. Et l'idée, le diagnostic, c'est de dire que le système de protection sociale n'est plus adapté à l'économie actuelle, où il y a beaucoup d'allers-retours entre emploi et inactivité. Et le système de protection sociale génère du non-recours, donc des personnes qui ont droit aux allocations, mais qui ne recourent pas, et des indus. Et donc, pour améliorer ce système de protection sociale, on va remplacer les minima sociaux par un revenu universel. Et la troisième école de pensée, c'est les décroissants. Donc, les écologistes politiques qui défendent ça, donc André Gors à la fin de sa vie. Et donc l'idée, c'est de répondre à la fin du travail. Et Benoît Hamon, pendant la campagne présidentielle, il était un petit peu entre les deux. Pendant la primaire, il était plutôt sur une logique de répondre à la question de la fin du travail, au problème de la fin du travail, à l'automatisation. Et puis après, pendant la campagne présidentielle, il a un petit peu changé d'optique. Et il s'est plus basé, en fait, sa proposition, c'était plus une proposition plus social-démocrate. Mais est-ce que quand même on peut rajouter une quatrième catégorie, tout simplement une mesure qui serait une mesure éthique, de dire il faut que tout le monde ait de quoi vivre? Est-ce que ça suffit pas comme justification, indépendamment de tout le reste? Baptiste Minondo. Alors là-dessus, du coup, dans le livre que j'ai coécrit avec Michel Lepezan, nous on distingue trois familles. Une première famille donc qui s'appuie sur le besoin, en fait, sur le fondement, c'est au nom de quoi verser ce revenu inconditionnel, parce que tout le monde a droit à la vie, et puisque tout le monde a droit à la vie, chacun doit avoir les moyens de vivre correctement. C'est ce qu'on va retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, qui pose clairement que tout le monde a droit, en tant que membre de la famille humaine, à un niveau de vie suffisant. Ça, c'est la première école. Ensuite, effectivement, il y a l'école libérale, divisée en droite et gauche, avec Friedman d'un côté qui dit tout le monde a droit à un revenu suffisant pour avoir une chance de sortir de la pauvreté, pas pour sortir tout de suite de la pauvreté, mais égalité des chances de sortir de la pauvreté, dans une perspective après, effectivement, libéralisation du marché du travail, etc. Il y a Philippe von Parijs qui dit liberté réelle,
réel, donc liberté de chacun de concrétiser sa propre conception de la vie bonne dans une perspective rawlsienne par ailleurs. Et puis ensuite, il y a toute l'école qui va dire chacun a droit à une part de la richesse produite. Chacun a droit à une part de la richesse produite, soit parce que nous sommes tous propriétaires des ressources naturelles, et donc quiconque utilise les ressources naturelles doit reverser une part à l'ensemble des copropriétaires, une part des revenus qu'il en tire à l'ensemble des propriétaires, soit, et c'est plutôt l'école dans laquelle je me retrouve, tout le monde a droit à une part de la richesse produite parce que tout le monde contribue. D'une manière ou d'une autre, nous contribuons tous à l'enrichissement collectif. Et donc, du coup, nous avons tous droit à une part du gâteau collectif. Comme on a évoqué avec André Gors la question de la fin du travail, est-ce qu'on peut dire, Baptiste Milando, qu'à chaque fois que cette idée revient, c'est quand même un moment ou dans des temps où on a mal à notre travail. Dans votre anthologie, vous retracez l'évolution politique et philosophique de l'idée en remontant très loin à la source de cette utopie devenue crédible. On voit qu'elle a quand même eu une vie extrêmement cyclique, apparition, disparition, sous différentes formes que vous venez d'évoquer. Mais est-ce que vous diriez globalement que c'est à chaque fois que le travail va mal que l'idée d'un revenu universel de base ou inconditionnel réapparaît ? Oui, alors moi je le conçois surtout comme une solution à apporter à la crise de la société laborieuse. Enfin, ce que j'appelle société laborieuse, c'est-à-dire la société qui est essentiellement centrée autour de l'emploi. Et par rapport à la perspective de fin du travail, je dirais pas que les décroissants défendent le revenu inconditionnel en faisant le constat de la fin du travail, mais plutôt en aspirant à la fin du travail. C'est ça, il ne s'agit pas de dire, effectivement, il va y avoir, du fait de la robotisation, une disparition de l'emploi, etc. Nous ne sommes pas pour la robotisation, nous les décroissants. Par contre, nous disons, nous consacrons énormément de temps, beaucoup trop de temps, à l'emploi dans notre société et dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Et à mon sens, le revenu inconditionnel peut être une bonne réponse. Sur les modalités du revenu universel, il y a 3 sortes de principes qui sont émis, notamment celui de l'égalité de traitement, celui de l'individualité et la question de l'absence de conditionnalité. Ça veut dire qu'en gros, vous pourriez être bénéficiaire de ce revenu sans avoir pour autant à fournir des efforts en termes de compensation pour obtenir ce revenu. Vous m'arrêtez si je vulgarise un tout petit peu trop, Guillaume Allègre. Il y a aussi des désaccords et des nuances sur cette absence de conditionnalité qui sont intéressantes. Et on peut reprendre l'exemple du surfeur qui a fait couler de l'encre un peu des deux côtés, avec un John Rawls qui affirme que ceux qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, tandis que votre co-auteur, co-directeur, Franck Paris, répond que les surfeurs doivent être nourris par la société. Où se trouve cette nuance de la conditionnalité pour vous ? Voilà, ce rapport au travail, en fait, divise souvent la gauche. Donc, il y a par rapport au revenu universel. Il y a quand même beaucoup de personnes à gauche, des sociodémocrates, qui pensent qu'on doit garder le lien entre la redistribution, la solidarité et le travail. Et d'autres qui disent non, déconnectons ce lien entre solidarité et travail. Alors Baptiste Milando se trouve dans un entre-deux un petit peu étrange, puisqu'il justifie, c'est ce qu'il vient de dire, il justifie un revenu universel par la contribution de chacun. Alors c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu étrange, parce que quid du surfeur misanthrope qui ne crée pas de lien social, qui est sur son île et qui il n'existe pas celui-là. Veut surfer. On peut parler de cas fictifs. On aille à Malibu et qui veut surfer ou du joueur du bolote. Est-ce qu'il contribue vraiment? Il n'est pas misanthrope en l'occurrence. Donc il faut répondre au cas, évidemment, toute philosophie doit pouvoir répondre au cas particulier. Donc c'est difficile de justifier un revenu universel par la contribution de chacun, sachant qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient refuser de contribuer. Et aussi parce que la société a aussi quelque chose à dire quant à la contribution de chacun, et de valider socialement. Aujourd'hui, le principe, c'est de valider socialement la contribution de chacun par l'emploi, qu'il soit marchand ou non marchand. Donc ce lien au travail est relativement complexe, en fait,
Et je suis un petit peu sceptique lorsqu'il s'agit de déconnecter complètement redistribution avec l'idée que avec le travail. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, comment justifie-t-on aujourd'hui la redistribution ? On peut remonter à Durkheim et à la question de société, de solidarité organique. C'est dans nos sociétés, dans nos économies modernes, en fait, la richesse qui est créée, elle est créée par la division du travail. Cette division du travail crée des solidarités, des interdépendances. On sait que le cadre a besoin d'une nounou, d'un ouvrier du bâtiment, d'un instituteur. Or, les revenus perçus sur le marché du travail sont perçus comme inéquitables. Et donc, ceci justifie une redistribution du revenu. Beaucoup plus difficile de justifier, par exemple, que le surfeur du Malibu puisse, ou du Cap-Breton, Sean Ross prenait l'exemple de Malibu, mais on peut prendre l'exemple de Cap-Breton, il est difficile de justifier que le surfeur du Cap-Breton reçoive 1 000 euros par mois quand un ouvrier à l'usine recevrait seulement un tout petit peu plus. Donc, on connaîtra bientôt tous vos spots de surf, Guillaume Allègre. Juste laisser quand même peut-être répondre Baptiste Milando sur ce point, sur celui du surfeur, parce qu'indirectement, vous réintroduisez quand même la question du mérite dans cette discussion autour de la redistribution. C'est-à-dire, est-ce qu'on mériterait tous, simplement formulé, d'avoir un revenu universel comme celui-ci et inconditionnel, Baptiste Milando ? Je crois que ce qui nous sépare avec Guillaume, c'est que moi, je ne limite pas la contribution à l'emploi. Donc, je pars du principe qu'il n'y a pas besoin d'avoir un emploi dans le secteur marchand ou non marchand pour contribuer à l'enrichissement collectif. Je pense que notre principale contribution, notre première primordiale, devrais-je dire, contribution, c'est d'entretenir la vie sociale. Et je dis primordiale parce que s'il n'y a pas cette vie sociale, il n'y a rien. Il n'y a pas d'emploi marchand, il n'y a pas d'emploi non marchand. C'est la base, et il se trouve que je pars du principe que tout le monde contribue. Alors Guillaume nous parle des misanthropes, donc des gens qui volontairement refuserait de contribuer à l'enrichissement collectif. En fait, moi, ma conviction, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand bien même ça existerait, je trouverais dommage d'appliquer un principe de punition collective en disant, parce qu'il y en a 2-3 qui ne jouent pas le jeu, en fait, personne n'aura rien, ou du moins, on va s'autoriser à dire, vous n'aurez droit à rien. Et c'est ça, en fait, le souci aussi que j'ai avec l'idée de validation collective, a priori, de la contribution de chacun, c'est que ça permet, ça légitime l'exclusion. Ça permet de dire, nous avons jugé que vous étiez inutile, en fonction de critères qui sont arbitraires. Nous avons jugé que vous étiez inutile, donc vous n'avez droit à rien. Alors ça, c'est toutes les justifications, mais tout de même, il faut dire un mot peut-être du fait que de la difficulté qu'il y a, ou qui est avancée le plus souvent quand on parle de cette mesure, c'est évidemment le coût. Donc là, on peut trouver donc diverses justifications sur cette question peut-être de problème de l'application et du coût. Est-ce que il y a aussi différentes écoles ? J'imagine que oui. Sur la viabilité, en fait, économique du projet, Baptiste Milando. Oui, alors du coup, moi je dirais que c'est pas la question la plus importante en matière de revenu inconditionnel. C'est ma question du moment. Du coup, je tenais à le dire malgré tout. Je dirais que, généralement, quand on propose des montants qui sont relativement élevés, comme celui que je défends, donc moi je propose un revenu inconditionnel suffisant. Donc par suffisant, j'entends suffisant pour 1 000 euros. Vous avez dit 1 000 euros. Ouais, le seuil de pauvreté déjà comme minimum. Donc suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion. Pour tout le monde, on est d'accord. Pour tout le monde. Bien sûr, évidemment. Universel. Ok. Il faut le préciser quand même. Et donc du coup, effectivement, quand on parle de montants relativement élevés, une objection, souvent, c'est mais si on veut pouvoir le financer, il va falloir supprimer toute la protection sociale, etc. Ou alors, il va falloir supprimer des services publics ou ce genre de choses. Moi, ce que je souhaite supprimer ou réduire fortement, ce sont les inégalités. Je pars du principe, encore une fois, que si aujourd'hui certains n'ont pas assez pour vivre, c'est essentiellement parce que ceux qui se partagent le gâteau en première instance, au moment de la répartition, prennent des trop grosses parts. Et notamment, s'approprient une part qui est produite par les autres. Encore une fois, je pars du principe que toute production est nécessairement sociale, collective, et donc que tout le monde contribue. Donc en fait, ça me semble être un juste retour des choses que de dire, tout le monde, au moment où on partage le gâteau, doit, au début, avoir une part suffisante. Donc c'est une question simplement de nouvelle répartition par une augmentation des impôts. Mais là, vous avez un discours de militant, Baptiste Milando, quand vous dites, moi, ce que je veux, c'est la fin des inégalités. On veut tous la fin des inégalités. Mais pratiquement, du coup, est-ce que l'idée vous paraît viable ? Alors, ça, on n'a jamais pu la tester, sauf où en Alaska, quelque part, il y a eu un micro-exemple. C'est pas du tout la même ampleur, le même projet. En fait, je dirais...
que la question de la viabilité, c'est pas la question que je me pose. Moi, je défends le revenu inconditionnel. Alors, je vois Guillaume Daudelinnet. Je défends le revenu inconditionnel, notamment et principalement pour toutes les questions qu'il pose à notre société. Et mon secret espoir, c'est que le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel, la société aura tellement changé qu'on n'aura plus besoin de se poser la question du revenu inconditionnel. En gros, le revenu inconditionnel a un sens dans le cadre de la société laborieuse. Dans une société malade de l'emploi, de la valeur travail, alors on peut parler de revenu inconditionnel. Mais le jour où on sera en mesure de mettre en place ce revenu inconditionnel, vraisemblablement, nous serons sortis de cette société laborieuse. Antoine Mercier. Oui, la question quand même aussi. Même question sur la viabilité à Guillaume Allègre. Je ne suis pas philosophe, je suis économiste, donc je me pose la question de la viabilité économique. C'est souvent l'argument qui est utilisé, il faut dire. C'est peut-être très bien, mais vraiment c'est trop cher. Ça serait D'ailleurs, ça serait évalué à combien? Par exemple, en France, 1 000 euros par 1 000 euros pour 700 milliards pour ma proposition. Combien? 600 ou 700 milliards par an. Il y a 50 millions d'adultes, vous leur donnez 1 000 euros pendant 12 mois, on arrive à 600 milliards. Alors, vous les trouvez où? Donc, j'ai lu la proposition de Baptiste Minando. Il propose quand même de réduire certaines, de réduire certaines aides. Et donc, dans sa proposition, ça veut dire une augmentation d'un impôt proportionnel, par exemple la CSG. Progressif en l'occurrence, ma proposition. Alors, non. Ça veut dire un impôt rien que pour financer, ça veut dire 40 à 45 points de CSG. À ceci s'ajoutent les près de 10 points de CSG actuels. Donc on arrive à 55. Et à ceci s'ajoute l'impôt sur le revenu actuel, dont on peut réduire la progressivité parce que les taux vont jusqu'à 45% aujourd'hui. Donc si on garde l'impôt sur les sociétés actuelles, ça veut dire qu'on est à des taux marginaux d'imposition pour les plus hauts revenus de l'ordre de 90%. Donc ça pose la question de la viabilité économique. Parce que le coût de 600 milliards, c'est un coût statique. Donc, c'est-à-dire, et en fait, le coût ne s'arrête pas là. Parce que un des objectifs de Baptiste Minando, c'est que certaines personnes choisissent de s'arrêter de travailler. Vous voyez ? Si certaines personnes choisissent de s'arrêter de travailler, ils vont plus payer les impôts qui justement servaient à financer ce revenu universel généreux. Donc, oui, mais enfin, vous pouvez dire 600 milliards dans l'économie, c'est énorme. Ça va injecter aussi une grande. Il faut les financer, donc. Oui, mais ça fera peut-être de la relance. Oui, mais il faut les financer. Est-ce que vous donnerez de l'argent à ceux qui vont le dépenser? Oui, mais il faut le financer. Baptiste Minando ne propose pas de faire de la création monétaire. Donc on finance, donc on prend une part et on donne de l'autre. Et on finance comment? Souvent, on finance par un impôt sur le revenu, qui soit, certains le veulent proportionnel, d'autres progressif. Donc, et les plus hauts revenus, là, sont confrontés à des taux d'imposition, comme on a dit. Si on met en place un revenu universel à 1 000 euros, ça veut dire que les plus hauts revenus vont être confrontés à des taux d'imposition de 80-90%. Ce qui veut dire que certains de ces plus hauts revenus pourraient partir en Belgique, à Londres, en Allemagne, ou décider aussi de travailler moins. Donc, la base fiscale va baisser. Si, par exemple... la base fiscale baisse de 10%, ça veut dire 10% d'impôts supplémentaires pour financer le revenu universel et pour financer les dépenses publiques, puisque Baptiste Minando veut garder ces dépenses publiques. On risque d'arriver, et là c'est que pour financer une baisse du temps de travail de 10%. En fait, cette baisse, si on veut une baisse plus importante, dans une logique décroissante, on voudrait une baisse plus... C'est pas beaucoup. Donc, on voudrait 20-30%. Là, on arrive à des taux marginaux d'imposition pour financer ça, qui seront tellement élevés que la base elle-même va encore continuer à diminuer. Donc on arrive dans une spirale où finalement le revenu universel devient non viable. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à financer par l'impôt ces 1 000 euros. À suivre votre raisonnement, qui est intéressant, on se rend compte et on comprend aussi pourquoi l'idée s'est quand même noyée durant la campagne présidentielle, qu'elle n'est pas apparue comme étant tout à fait réaliste. Donc on rebasculerait du côté de l'utopie, Baptiste Minando. Oui, mais alors moi j'assume complètement la dimension utopique du revenu inconditionnel tel que je le défends. Effectivement, ça n'existe pas aujourd'hui, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le défendre. Juste, je peux
rebondir un petit peu sur ce que disait Guillaume. Alors je vais l'effrayer un peu. Non seulement je serais favorable à des taux d'imposition marginaux particulièrement élevés sur les tranches supérieures, mais en plus je suis favorable à un revenu maximum, à l'instauration d'un revenu maximum. Je disais tout à l'heure, je défends un revenu inconditionnel suffisant, et dans le suffisant, j'entends aussi un revenu maximum suffisant. Je pars du principe que passer un certain seuil de revenus, on doit être capable de dire ça suffit, parce que ça menace la démocratie, parce que ça menace la soutenabilité écologique, parce que ça me permet des logiques de domination, d'exploitation qui me semblent pas souhaitables, pas soutenables, surtout pour l'avenir de la société. Et puis effectivement, sur le côté dynamique du financement du revenu inconditionnel, Guillaume parle de spirale, moi j'aurais tendance à parler de cercle vertueux de la décroissance. Si effectivement, quand on met en place un revenu inconditionnel à 1 000 euros, une bonne partie de la population décide de se contenter de ces 1 000 euros. Ça veut dire que concrètement, nous produisons beaucoup trop aujourd'hui. Ça veut dire bien faire quelque chose quand même. C'est pas parce qu'on arrête de travailler que c'est mon deuxième point. Mais dans un premier temps, déjà, il faut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal à produire plus aujourd'hui ? Si on est prêt à se contenter de 1 000 euros, produisons beaucoup moins, ce qui implique une décroissance. Et ensuite, effectivement, le temps qui va être libéré. On va quitter son emploi partiellement, totalement, etc. On va continuer à faire des choses, des trucs et des machins qui enrichissent également la société. Mais ça implique plutôt une démarchandisation de la société. Donc une démarchandisation progressive, là aussi, qui me semble souhaitable. Et c'est en cela que ça me semble soutenable, finalement. C'est une transition vers une société qui serait plus soutenable et décroissante. 13h22 sur France Culture. On est avec nos invités, Guillaume Allègre, économiste, co-directeur de l'ouvrage collectif pour ou contre le revenu universel qui vient de paraître au PUF, et avec Baptiste Milondo, économiste et philosophe, qui édite avec Michel Lepezan Inconditionnel, anthologie du revenu universel. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Le revenu universel, un droit inaliénable ou un remède aux inégalités sociales ? Réponse de Daniel Zamora, post-doctorant en sociologie à l'université de Cambridge ainsi qu'à l'université libre de Bruxelles. Il est le co-directeur de l'essai contre l'allocation universelle paru chez Lux, et il critique cette mesure. Écoutez ses arguments. Pour moi, la question ici, elle avait été posée de manière assez claire par Lionel Stoléru, qui était un haut fonctionnaire, un des initiateurs de l'idée d'un impôt négatif en France sous le gouvernement de Giscard. Et puis, il a été un défenseur de l'allocation universelle. Et il posait la question en ces termes: est-ce qu'il faut chercher à pallier aux causes de la pauvreté ou aux effets de la pauvreté ? À ses yeux, l'impôt négatif, et par la suite l'allocation universelle, son intérêt, c'est de s'attaquer aux effets de la pauvreté et ne pas s'interroger sur les causes. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui ? Ça voulait dire, au lieu d'essayer de réguler le marché du travail, de offrir des crèches gratuites pour que les femmes puissent se libérer du travail domestique, construire des logements sociaux, toutes ces politiques d'après-guerre sont inefficaces, elles nuisent au dynamisme de l'économie. Attaquons-nous juste aux effets, donnons aux gens ce revenu. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si par ailleurs toutes ces dépenses ne sont plus possibles, alors vous aurez 500 euros par mois, mais votre crèche va vous coûter plus cher, peut-être votre soin de santé va vous coûter plus cher, peut-être les transports publics vont vous coûter plus cher, parce que là, il y a évidemment un choix. Donc la question, c'est est-ce qu'on s'attaque aux causes, à savoir la dérégulation de l'économie, le néolibéralisme, ça c'est évidemment ce que moi je pense, ou est-ce qu'on s'attaque uniquement aux effets et on laisse alors marcher à plein le régime économique qui produit toutes ces exclusions ? Baptiste Milondo, le revenu universel, alors une mesure qui ne s'attaque qu'aux effets de la pauvreté et non pas à ses causes ? Alors, tel qu'il est défendu, encore une fois, alors à gauche la plupart du temps et encore plus du côté des décroissants, le revenu inconditionnel entend lutter contre la base du système actuel, à savoir l'exploitation. Encore une fois, moi je disais, je défends un revenu suffisant, et dans suffisant, il y avait suffisant pour échapper à l'exploitation. Si on a la possibilité de refuser l'exploitation, du coup, je parle un peu aussi du livre de David French que j'ai traduit, Le refus du travail, il nous montre des gens qui souhaitent se retirer partiellement ou totalement de l'emploi, parce que, alors pour partie, ça relève de l'exploitation. Ils se disent, non, je ne veux plus continuer dans ces conditions, et ils le font aujourd'hui. Ça suppose un coût économique, social, symbolique énorme quand on refuse l'emploi. Avec un revenu inconditionnel, on a la possibilité de refuser l'emploi dans de bonnes conditions d'un point de vue économique, et surtout, il y a toute la reconnaissance qui va avec. Encore une fois, quand on verse un revenu inconditionnel au nom de la contribution à l'enrichissement collectif, on arrête d'être un assisté, on arrête d'être vu comme un parasite, et donc ça permet de légitimer effectivement cette forme de désobéissance à la société laborieuse. On dit, non, moi je refuse de participer à cette surproduction, à cette surconsommation.
Et si on met tout le monde sur ce plan-là, tout le monde arrête de travailler, on a un revenu universel, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche quand même Alors si, dans ouais, ce raisonnement? si on pousse à la limite, donc Oui. on verse un revenu Oui. inconditionnel, et d'un seul coup, tout le monde Oui. se dit, moi je quitte mon emploi, parce que j'estime que ça relève de l'exploitation, parce Oui. que c'est un Vous boulot pariez que ça pénible, n'arrivera etc. pas. Ah si, mais alors je souhaite que ça arrive. Alors comment Non, vous mais faites pour avoir souhaite vos que 1 ça 000 euros arrive. par mois? Non, mais alors, à ce moment-là, mon objectif, encore une fois, si on décide d'arrêter, de quitter son emploi, ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire des choses et des machins. Moi, on me verse un revenu inconditionnel, je quitte mon emploi, je continuerai à enseigner. Mais simplement, je continuerai à enseigner comme je le fais par ailleurs, en MJC, etc., sur une base bénévole. Ce qui veut dire que la création de richesse existera toujours, simplement sous une autre forme. Oui, mais une société a quand même besoin de professeurs, d'infirmières, de Bien médecins, sûr. de maçons, et donc Mais pas forcément d'emploi. toutes ces personnes-là ont quand même besoin de parce que c'est l'emploi tel qu'il est organisé aujourd'hui, permet avec comme je disais la division du travail, des organisations qui sont extrêmement complexes. On peut pas retrouver ce niveau de complexité Et d'exploitation. à 100 sur une ZAD. Non,